Yo tout le monde, c'est Isvagdar, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve avec un cosplay nul à chier sur une nouvelle critique de film et pas des moindres, parce que là on va s'attaquer au premier épisode d'une grande saga qui est considérée comme la plus grande des sagas de notre génération, aussi importante que la saga Marvel. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Star Wars, la menace fantôme. Les voyages dans l'espace m'ont l'air très périlleux. Star Wars, la menace fantôme est un film d'action-aventure SF sorti le 13 octobre 1999 et réalisé par George Lucas. Il est très connu le petit George parce qu'il a réalisé beaucoup de films de la saga. À part le premier Star Wars, il a réalisé Star Wars 2, Star Wars 3 et Star Wars 4. Bref, je vais d'abord vous faire un petit résumé de ce film et puis après je passerai à mon avis complet sur ce film. Let's go. Pour la première fois en numérique, revivez les actions héroïques et les aventures légendaires de Star Wars épisode 1, les premiers pas fatidiques de l'Odyssée d'Anakin Skywalker. Contrainte d'atterrir sur la planète Tatooine après avoir sauvé la jeune reine Amidala des envahisseurs de la planète Naboo, Obi-Wan Kenobi, apprenti Jedi, et son maître Qui-Gon Jinn rencontrent Anakin Skywalker, un esclave de 9 ans dont le lien de la force est incroyablement puissant. En remportant une course de modules, Anakin gagne sa liberté et la possibilité de devenir apprenti Jedi auprès de Qui-Gon et Obi-Wan. Les héros regagnent Naboo où Anakin et Amidala tentent de repousser les envahisseurs tandis que les deux Jedi affrontent un terrible ennemi, Dark Maul. Ils comprennent bientôt que cette invasion n'est que la première étape du sinistre projet des Sith, des villes issues des forces des ténèbres que l'on croyait disparues. Il faut le dire, Star Wars a marqué énormément de générations, que ce soit pour la pop culture, les films, les jeux vidéo, les dessins animés, les livres aussi. Une grande majorité de personnes aiment ces films, mais une grande majorité ne l'aiment pas non plus. Évidemment, aucun film n'est parfait, à tel point que je connais des gens qui n'aiment pas Titanic. Ça c'est assez choquant quand même. Et pour vous expliquer, j'ai découvert Star Wars à l'âge de 8 ans et j'étais fasciné par les effets visuels qu'on avait apportés et mis en place pour ce genre de film. À tel point que, je vais pas le cacher, j'aime beaucoup la saga, j'aime beaucoup Star Wars pour ce qu'ils ont à offrir dans la grande majorité des films, parce que certains peuvent laisser à désirer, mais par exemple le dernier était incroyable. On va revenir sur la menace fantôme. Je voulais tout simplement commencer par celui-là parce que il est en lien avec une trilogie qui s'appelle la prélogie. Alors pour vous expliquer, il y a eu une première trilogie de Star Wars de l'épisode 4 à l'épisode 6 qui est sortie à travers cet intervalle d'années plus précisément. Et puis après, à partir de 1999, un nouveau Star Wars est sorti. On se demandait c'est quoi cette histoire. Et on a compris qu'il s'agissait d'une prélogie. Alors pour ceux qui ne savent pas, une prélogie c'est une trilogie sur des événements qui se sont passés avant la première trilogie. Donc ça a hypé un peu une grande majorité de personnes, parce que depuis les 3 premiers films, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à connaître Star Wars et de se regrouper une petite quantité de fans quand même. Star Wars a fait un petit carton quand même. Et lorsque le premier est sorti, tout le monde était assez mitigé. Et ça s'est confirmé à la fin du 3e film, qui a un côté ceux qui aiment la prélogie et une autre qui disent tout simplement que c'est une chiasse cette trilogie, que c'est nul et que ça détruit tout ce qui a été mis en place sur la première trilogie. Alors moi je suis du côté que ce sont des bons films, que la prélogie est une bonne trilogie. On va faire étape par étape. De toute façon, chaque trilogie, de toute façon, je vais vous faire les 9 films. Pas tous d'affilée, je tiens à le dire. Je vous ferai au fur et à mesure des mois, voire même des années. Ça dépendra parce qu'il y a plein de films qui sortent au cinéma. Et maintenant que je fais des séries, par exemple avec le début de ma série par exemple Stranger Things. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir en description si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est géniale. Mais pour vous préciser, les nombreuses raisons pourquoi on dit qu'à la fois cette trilogie est bien et qu'à la fois la prélogie est nulle, je vais commencer d'abord bien évidemment par le 1 et sur ses bons côtés et sur ses mauvais. On va commencer comme d'hab par le scénario et de mon avis. C'est parti. Dans l'ensemble, le scénario, je l'ai trouvé intéressant, même si quand j'étais petit, je trouvais que c'était un peu long et chiant. Mais au fur et à mesure, quand j'ai grandi, ma vision des choses a évolué au fil du temps. Et j'ai compris que c'était nécessaire parce que quand on comprend le mot prélogie, comme je l'ai dit, ça explique des événements qui se sont déroulés avant les événements de la première trilogie. Et ce qu'on sait de la première trilogie, c'est qu'un empire du nom de l'Empire s'est accaparé de la domination des galaxies, de toutes les planètes, qu'il y a 2 seigneurs Sith, et on se demande mais d'où ils viennent. Et ça c'est déjà intéressant, c'est que le scénario du film nous fait comprendre un peu le début du déroulement du plan, comme je vous l'ai dit dans le résumé, des Sith. Et ce qui est
intéressant, c'est que au fil des années, tu comprends mieux l'histoire et après ça devient intéressant. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, ça peut paraître long. Mais un petit défaut que je suis pas d'accord avec ceux qui lynchent ce film, c'est qu'ils expliquent qu'il se passe tout simplement rien. Alors écoutez les gars, certes il peut potentiellement rien se passer, mais dans un film, je tiens à dire, il ne se passe jamais rien. C'est impossible que dans un film, il ne se passe jamais rien. Si vous voulez vraiment voir des films auxquels il ne se passe rien, je peux vous en montrer. Et que ça, ces films auxquels il se passe rien, c'est vraiment nul. Et pour ce qui s'agit de la menace fantôme, tout simplement, je tiens à dire, les gars, il se passe pas rien, il se passe des choses. On voit le déroulement et la mise en place des plans des grands méchants de la première trilogie. Bon, évidemment, ça a saoulé une grande partie de personnes. La partie du film qui était plus basée sur les débats présidentiels, on peut s'imaginer à ça, plus des débats intergalactiques sur des décisions à prendre au fur et à mesure, et sur des décisions qu'il faudra prendre pour le maintien de l'ordre de chaque planète et de la galaxie en elle-même. Et ce qu'on comprend tout simplement dans l'histoire, je me répète, je suis désolé, mais c'est pour préciser, c'est que tout simplement c'est juste ce film, déjà ça nous permet de voir un petit avant-goût de l'origine de la première trilogie et comment elle a commencé à apparaître cette trilogie, et du coup c'est grâce déjà dès le scénario du premier épisode de la trilogie, plus précisément de la menace fantôme, qu'on commence à comprendre comment ça va se mettre en place et surtout comment ça va aboutir, parce que comme il y a 3 films, il y a un début et une fin, c'est-à-dire la fin on comprendra jusqu'où on s'était arrêté tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, personnellement j'ai apprécié le scénario. Quand j'étais petit, j'étais un peu perdu tout simplement parce que j'avais du mal à comprendre les idées à prendre et tout. Par exemple, je savais même pas qu'il y avait une fausse reine qui tapait, je pensais que c'était la vraie. C'était bizarre, je m'étais un peu perdu dans ce film. Mais comme je le dis à chaque fois, avant que je commence une critique, je regarde le film, même pour des films qui sont sortis à un moment. Et j'avais revu La menace fantôme déjà il y a quelques mois, mais je l'ai revu il y a quelques jours, je l'ai regardé et j'ai compris que c'était quand même assez intéressant la mise en place que c'était. C'est un peu long, mais que au moment où ça arrive, déjà ça devient palpitant et intéressant, mais surtout que ça nous permet d'avoir un petit avant-goût des prochains événements qui vont arriver au fur et à mesure du film, voire même des autres films. Donc au final, l'histoire et le scénario est plutôt bien. Que d'ailleurs, en plus, je trouve que pour certaines scènes, c'est intéressant parce que comme je vous l'ai dit, une chose qui est très importante dans un film, c'est sa musique. Donc en vrai, peut-être le scénario, pour certains, peuvent laisser à désirer, mais que je tiens à le dire, dans ce film, il ne se passe pas rien. Il s'agit de la mise en place des événements qui vont arriver au fur et à mesure, et que tout simplement, certes, malgré ces petits défauts du scénario, que certains pensent, il y a quand même des bonnes qualité dans ce film. Continuons sur un autre point. Après avoir fait le scénario et l'histoire, je vais maintenant vous présenter les effets spéciaux. Alors le film a coûté beaucoup plus cher que les premiers Star Wars, c'est-à-dire que les 3 films Star Wars ont coûté ces prix-là. À votre avis, ce Star Wars là a coûté combien? Tout simplement, ce film a coûté 115 millions de dollars, qui est énorme. Vous vous rappelez des prix de la première trilogie? Là c'est carrément x10 littéralement. Et on ressent qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est des révolutions en tout genre. Par exemple, un des personnages qui est le plus détesté, les personnes qui n'aiment pas la trilogie, voire même aussi les personnes qui n'aiment pas Star Wars dans la grande majorité, détestent le personnage de Jar Jar Binks. Tout simplement parce qu'il est con, il est idiot et tout, mais c'est sa manière d'être, tout simplement parce qu'il a été réalisé et mis en place pour être bête. Et surtout, ce qui est intéressant à travers ce personnage avec les effets spéciaux, c'est qu'il s'agit d'un des premiers personnages à avoir été créé artificiellement que avec des effets spéciaux. Et ça, c'est une révolution incroyable parce que pour l'époque, on est en 1999 et des effets comme ça, citez-moi le nombre de films qui avaient ce genre d'effets, parce que il faut pas se le cacher, la trilogie originale de Star Wars est incroyable, a marqué sa génération et encore notre génération aujourd'hui, mais il faut le reconnaître qu'il a assez mal vieilli parce que les effets, ça pique méchamment les yeux, il faut pas le cacher. Après, dans la grande majorité des effets spéciaux, ils sont tous très bien faits. Je trouve que, comme d'habitude, il y a une surabondance, mais pour cette époque, je vais laisser passer parce que tenter quelque chose avec autant d'effets à cette époque, c'est dur. Jurassic Park aussi avait du mal comme ça. Donc pour moi, en vrai, les effets spéciaux du film sont très agréables à l'œil, très palpitants et tout simplement présentés d'une manière qu'on n'aurait jamais pensé à faire jusqu'alors, surtout à cette époque, et qui a révolutionné le genre du cinéma, je pense. Et ce que j'aime bien aussi dans les effets spéciaux, c'est qu'ils sont mis en place et présentés d'une manière intéressante, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent les effets spéciaux pour créer différentes civilisations, que ce soit pour les vaisseaux, les villes, parce que dans les premiers Star Wars, par exemple pour les vaisseaux, c'était difficile de savoir qui était qui. Bon, c'était mon avis ça, parce que la grande majorité des vaisseaux se ressemblaient. Mais en fait, après avoir grandi, je comprenais que chaque vaisseau appartient à une civilisation. Et c'est une des raisons pourquoi j'apprécie la prélogie, surtout le premier,
premier parce que c'est le premier film que j'ai découvert avec mon père et surtout que je pense que pour les parents c'est une fierté, c'est important pour eux avec leur enfant de leur faire découvrir le premier film. Je pense que c'est une tradition et en vrai je l'ai ressenti la tradition parce que ça se voyait que c'était une révolution à sa sortie. Bon, j'étais pas encore né, je suis né 4 ans après, mais ça m'a pas empêché d'apprécier le film quand même quand j'étais assez grand pour au moins comprendre un petit peu. Et en vrai à l'époque j'ai surtout waouh ça explose cool, mais je pense que je suis attaché à la première trilogie plus qu'à la trilogie parce que j'ai grandi avec la trilogie et avec la seconde trilogie. Donc au final pour moi les effets spéciaux je trouve qu'ils sont très bien faits, ils sont très intéressants même pour Jar Jar Binks parce qu'il faut pas se le cacher, je le trouve mieux que les Ewoks du 6ème film, que ces trucs de placement de produits sur pattes. Je suis désolé mais ils m'énervent ces petites boules de poils. Mais pour revenir sur les effets spéciaux, oui je pense qu'ils sont bien faits et qu'ils ont révolutionné un genre dans le cinéma et dans le monde du cinéma en grande majorité et pas que américain. Autre point qui me semble aussi important c'est la musique. Alors vous savez une des grandes réussites de Star Wars c'est également sa musique. La musique de la menace fantôme est tout simplement incroyable. Je vais pas le déconner, à part une scène où il n'y a pas de musique, je le réexpliquerai dans ma zone de spoil plus en détail, quelle scène il s'agit. En gros la musique a été composée par, selon moi, le plus grand des compositeurs du monde entier, voire même de toute génération confondue, qui j'espère pourra continuer à faire des bandes son incroyables, mais qui est potentiellement représenté par une nouvelle personne, comme je l'ai dit, de Michael Giacchino, comme je vous l'ai présenté dans je ne sais plus combien de critiques de films. Mais pour vous expliquer, le compositeur du film de Star Wars, La Menace Fantôme, n'est nul autre que John Williams. Alors pour les plus jeunes, et qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Tout simplement les jeunes, comme on vous le disait. John Williams, comme je l'ai dit, est l'un des meilleurs compositeurs du cinéma, littéralement, a composé des chefs-d'œuvre qui sont encore connus aujourd'hui. Pour vous citer que, à part ce film-là, déjà il a fait la musique de tous les films de la saga Star Wars. Il a fait aussi la musique des 2 premiers Dents de la Mer, qui sont des films qui ont révolutionné le genre des gros budgets. Il a réalisé également les 2 premiers Jurassic Park. Il a réalisé aussi la bande-son des 3 premiers Harry Potter, de Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, des 4 films Indiana Jones, dont le 5e qui est initialement annoncé pour 2023. Ça j'ai hâte qu'il sorte parce que j'aime aussi les Indiana Jones. Et quitte à vous faire une critique d'Indiana Jones, je ferai une critique anonyme. Ah ça ouais c'est pas mal ça. Je prends note. La guerre des mondes, les aventures de Tintin, mais également, il faut sauver le soldat Ryan. Donc, à travers tous ces films, vous pouvez déjà vous faire une petite idée de l'importance de cette personne et pourquoi elle est unique. Sa bande son, d'ailleurs, petite anecdote, d'après ce que j'ai compris et d'après des petites informations, interviews et tout que j'ai vu, John Williams n'a jamais vu aucun film Star Wars. Sans blague, non, no fake, vraiment, il a vu aucun film. En fait, il regarde jamais les films pour lesquels il compose la musique. Et pour ce qui s'agit de la bande son de La Menace Fantôme, elle a des nouveaux airs qui vont revenir de temps en temps dans la prélogie, mais qui ont recréé un genre de Star Wars, tout simplement parce que je trouve que déjà la bande son de La Menace Fantôme est incroyable avec l'effet théâtral, orchestral, avec des longs échos très forts, avec une énorme intensité. Ça c'est le genre d'intensité que je vous ai expliqué, qui manquait pour la bande son du personnage de Korg, qui est l'ennemi de Thor dans Thor Love and Thunder. D'ailleurs j'ai fait une critique dessus, si vous voulez la voir, je vous mets le lien aussi dans la description. Et ce qui est intéressant avec John Williams, c'est qu'il a créé ce nouveau genre et qui encore peut marquer des personnes aujourd'hui, parce que je trouve que la musique n'a pas bougé d'un poil sur mon avis. Je trouve qu'elle est aussi très impressionnante et je suis pas le seul à penser ça. Vous pouvez regarder même des critiques de personnes infâmes qui disent que des trucs horribles sur tous les films, voire même les Star Wars. Ils ne peuvent pas reprocher le fait que la bande son des films Star Wars sont d'une qualité remarquable. Donc pour conclure, la musique de John Williams sur La Menace Fantôme est une bande son remarquable qui ne laisse pas indifférent, qui permet de ressentir la tension qu'éprouvent les personnages au moment des combats, aussi des moments forts du film, mais aussi sur les moments plus calmes, plus en douceur, sur l'échange émotionnel à travers chaque personnage, à travers leur échange. Et en vrai, la bande son est une petite réussite selon moi. C'est ce qui permet d'apprécier encore plus le film et que c'est un gros point qui permet de remonter la barre sur certaines choses qui sont dites par les non-fans de Star Wars. Alors je précise, je ne suis pas un fan de Star Wars. J'aime juste la saga, mais je suis pas un fan à avoir des figurines pop, à avoir des livres. Je suis vraiment fan d'un truc, c'est Jurassic Park, mais ça m'empêche pas d'apprécier la saga. Je tiens à préciser. Maintenant, nous allons passer à la zone de spoil. Alors, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous mets ces petites parties-là. Ne vous inquiétez pas, ça, je pense que ça va pas durer longtemps. Je vais voir ma tête en montage, je me rends compte que ça va faire 10 minutes la zone de spoil.
Je vais bien rigoler. Bon, on arrête le blabla et on voyage à travers les vitesses lumière. Allez, c'est parti pour la zone de spoil. Alors comme je vous l'ai dit, dans la musique était très bien et il y a une scène qui n'a pas été présentée avec de la musique. Et cette scène, c'est la course de quadresseur d'Anakin pour sa liberté, comme je vous l'ai expliqué dans le petit résumé, qui est une course tout simplement ultra dangereuse, mortelle. On a vu la violence de cette course, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 8 minutes cette course dure, et pendant ces 8 minutes, il n'y a aucune musique, c'est que la course, les bruits de bolide et tout, qui nous permettent de garder notre attention sur le film. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Si vous l'avez pas remarqué, sincèrement, regardez le film, regardez la scène de la course de quadresseur d'Anakin, et vous allez comprendre où je veux en venir, pourquoi c'est très bien et pourquoi c'est intéressant, la raison pourquoi il a pas mis la musique. Simplement parce que des fois, il ne suffit pas que de mettre une musique. Si tu mets une musique, mais que ce n'est pas compatible avec le moment, bah, ça gâche tout. Mais des fois, quand t'as pas d'idée de musique, c'est bien de pas mettre de musique, et c'est ce que John Williams a fait. Parce que pour une fois, il fait enfin de la mise en scène, et ce qui est intéressant chez lui, c'est très difficile pour lui de faire des films. C'est un peu normal, maintenant on peut comprendre pourquoi il a pas fait beaucoup de films, à part 4 Star Wars. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'il a fait un bon boulot sur cette petite scène de quadresseur. Autre point qui est aussi intéressant, c'est le début de l'apparition de Palpatine. On voit tout simplement la mise en place du plan de Palpatine, qui est le grand empereur de cet empire. Et ce qui est chose intéressante, c'est un des éléments qui va se mettre devant lui et qui va le motiver à s'en servir. Et ce petit détail n'est nul autre que Anakin Skywalker. Alors pour ceux qui ne savent pas, on nous expliquait dans la première trilogie qu'Anakin Skywalker était le père de Luke Skywalker et qui s'est fait tuer par Dark Vador. Et on se rend compte simplement que Dark Vador n'est en fait nul autre que le père de Luke Skywalker. Et c'est une chose très intéressante, et on se demandait comment il a fait pour devenir un méchant. Parce que à travers l'échange de Luke avec Obi-Wan, c'était un Jedi qui défendait la cause des Jedi, qui était du côté des gentils quoi. Et on demandait pourquoi il a changé d'un coup. Et surtout son origine. Des choses que je m'étais pas rendu compte quand j'étais gamin. Tout simplement, on voyait un petit gamin, moi je voyais un petit gamin avec les deux Jedi, je me demandais mais qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Et après avoir eu le deuxième et le troisième, j'ai compris, et ça m'avait choqué tout simplement de comprendre que ce petit garçon n'était nul autre que Dark Vador. C'était cet élément qui allait se mettre devant Palpatine et qui va l'inciter à le faire rejoindre du côté obscur pour le faire devenir Dark Vador, le grand seigneur qui allait s'accaparer de toute la galaxie et de la soumettre. Et quand j'ai appris ça, ma tête a explosé. Et ça, c'est un élément très intéressant parce que quand on voit la mise en place, là c'est que le premier, donc c'était surtout débat politique et surtout comment Palpatine atteint le pouvoir, et puis après on voit plus les raisons d'Anakin pourquoi il est devenu méchant. Là on parlera pas de ce petit détail parce que ce n'est pas réellement présenté sur ce premier film, c'est plus présenté à partir du deuxième, et on va comprendre après tout simplement pourquoi. Donc au final, la partie du début de la mise en place du plan de Palpatine est très intéressante, et surtout la révélation de nous montrer la version jeune, enfin enfant de Dark Vador, comment il était avant de devenir un chevalier noir, est autant intéressante. Maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, je sais pas combien de temps ça a duré, mais selon moi, à travers ce que j'ai dit, c'était pas trop long. Mais il y a un mot qui va s'afficher là pour dire si oui ou non c'était long. Si c'est non, c'est que ça a duré plus long que je peux penser. Et si c'est oui, bah c'est que j'avais raison. De toute façon, je peux pas voir, c'est ma version future qui va monter et qui va me dire tout simplement à travers ce petit mot qui est encore là, je pense. Mais bref, maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, on va s'intéresser à un dernier point qui est sur les personnages. Et là, il y a des choses à dire. Ça, c'est un petit détail qui peut me saouler. Alors, en soi, les personnages du film, dans la grande majorité, sont bons. Ils sont très attachants et drôles. Jar Jar Binks, comme je vous l'ai dit, est considéré comme le pire personnage de la saga Star Wars. Mais personnellement, je l'apprécie quand même, déjà puisqu'il s'agit du premier personnage réalisé par des effets spéciaux, et c'est très intéressant de voir ce personnage parce que en vrai, je le trouvais très intéressant déjà quand j'étais petit, et je le trouve 1000 fois plus intéressant que les petits nounours du 6e film de Star Wars. Il n'y a pas que ce personnage qui se fait lyncher, il y en a quelques-uns d'autres, mais d'abord, avant de continuer sur les personnages qui sont lynchés, je vais dire aussi d'autres personnages qui sont aussi très bien. Par exemple, Qui-Gon est un personnage assez très philosophe, assez marquant d'esprit, qui a une propre vision des choses et qui est tout simplement l'élément déclencheur de toute cette épopée, tout simplement parce que c'est lui qui va prendre sous son aile le petit Anakin qui va devenir plus tard c'est qui, et qui après va être éduqué par Obi-Wan puisque Qui-Gon ne peut plus. Et c'est ça qui est intéressant chez ce personnage, c'est que c'est lui l'élément déclencheur de toute l'épopée Star Wars. Obi-Wan Kenobi est aussi très intéressant puisqu'il s'agit d'un Obi-Wan qui commence à bien durer avec le temps parce que c'est le même Obi-Wan
qu'à travers plein de films et surtout à travers sa propre série. Oui, je vous le préciserai sur ce qu'ils ont fait tout simplement. Padmé Amidala est aussi un personnage très intéressant qui va devenir de plus en plus marquant pour la saga au fur et à mesure des films et qui est aussi attachante. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a une grande majorité de personnes, voire même Amixem, ça reste entre nous, vous le dites pas, il était amoureux de l'actrice qui jouait Padmé, tout simplement parce qu'elle était presque du même âge que Amixem à l'époque quand le film est sorti. Le seul personnage que, selon moi, on peut vraiment se plaindre, mais je vais le faire de manière gentille parce que vu comment on s'est plaint de lui et que ça a changé comme Jaja, je vais aller en douceur et expliquer pourquoi ça a merdé comme ça. Alors tout simplement, le petit Anakin, qu'on sait très bien qui va devenir, m'a pas marqué sincèrement. Tout simplement parce que déjà, ce qu'on doit se rendre compte avec ce personnage, c'est qu'on sait ce qu'il va devenir plus tard. On l'a vu à travers les affiches et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est dommage, c'est que on doit comprendre tout de suite que lorsqu'on regarde plein d'enfants, on doit le reconnaître tout de suite. Et c'est ça le défaut avec le personnage d'Anakin version enfant, c'est qu'il s'agit en fait tout simplement d'un enfant. Quand je dis ça, c'est que tout simplement, on a l'impression que c'est vraiment un enfant. On vous le voit pas vraiment devenir le plus grand méchant de l'histoire, sans déconner. Il m'a pas vraiment marqué cette version-là. Mais quand on est petit, c'est difficile de faire et surtout que ça a marqué ce genre de truc parce que maintenant, une fois adulte, il est dans un hôpital psychiatrique. Ouais, parce que les personnes méchantes, lorsqu'ils retiennent pas leur coup et qu'ils font vivre à cet acteur énormément d'harcèlement et tout, on peut se dire qu'on est une merde et qu'on mérite d'être traité comme ça et qu'on va faire de la merde. On va revenir sur une note un peu plus gentille. Maintenant, je vais vous présenter les différents acteurs qui ont participé au film. Nous avons déjà la présence de Liam Neeson qui a joué dans pas mal de films, il faut bien le reconnaître. Mais les films les plus notables que je connaisse personnellement sont Ice Road, Men in Black 4, Le Choc des Titans, The Dark Knight Rise, Black Light, mais également La Liste de Schindler. Ewan McGregor, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé pour la prononciation, et tout simplement le Obi-Wan Kenobi, déjà de la prélogie, mais également de la série qui est sortie récemment, qui est Obi-Wan Kenobi, qui est sortie là sur Disney+. Alors je vous ferai pas une critique sur cette série, tout simplement parce que mon avis, c'est que c'est bien, mais que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de défauts qui laissent vraiment à désirer cette série. Il a joué aussi également dans Moulin Rouge, dans Bird of Prey, mais également La Belle et la Bête, version 2017. Jake Lloyd, qui est le petit enfant que je vous ai cité, en vrai, après La Menace Fantôme, il a fait des films, mais dans la grande majorité, ce sont des films pas très connus. Après, au bout d'un moment, il a vraiment arrêté, comme je vous dis, le cinéma à cause de tous les harcèlements qu'il a vécu. Mais en gros, à part La Menace Fantôme, il a fait aussi le petit enfant qu'on voit dans La Course aux jouets. Il peut au moins se vanter d'avoir joué avec Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est pas mal ça. Parce que tu dis à tes potes, moi j'ai joué dans un film avec l'acteur qui interprète Terminator, mais qui a joué aussi dans Predator. Alors vous la ramenez moi. Nathalie Portman, je l'ai présentée dans ma critique Thor Love and Thunder, mais sinon elle a joué dans les 3 Thor, enfin dans le premier Thor, dans le deuxième et dans le dernier là qui est sorti récemment. Elle a joué aussi dans Black Swing, les 2 autres Star Wars bien évidemment, et dans Annihilation. Yak Madiarmid, je suis désolé pour la prononciation, et ça s'affiche juste là, ça son prénom et son nom. Il a joué aussi dans le 2e, dans le 3e, le 6e ainsi que le 9e. Ray Park malheureusement n'a pas trop de succès. Le seul film que je peux vous citer, que je connais, ok il a eu une nouvelle chance, c'est le film Han Solo, Star Wars. Mais sinon un autre acteur qui lui, contrairement aux autres que j'ai cités, est l'acteur avec la plus grande filmographie puisqu'il s'agit de Samuel L. Jackson. Je vous l'ai déjà présenté dans ma première critique abonnée qui est la critique Kingsman, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, j'avais un beau costard quand même. En gros pour vous préciser, Samuel L. Jackson, à part avoir joué dans le premier Kingsman comme je vous ai dit, il a joué aussi dans Peur Bleue, la prélogie Star Wars, Pulp Fiction, Django, qui est connu pour être Nick Fury dans l'univers cinématographique Marvel, Glass, Kong Skull Island, Incassable, mais surtout, comme je vous ai dit, mon film préféré de tous les temps, Jurassic Park. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire de Star Wars La Menace Fantôme? Alors que certes, pour certains, ça peut être long et qu'on ne peut pas tous apprécier l'idée de débat intergalactique présidentiel et tout, et qu'on préférait voir des spectacles du bien contre le mal à travers des combats de vaisseaux et tout. Alors, il y a quand même ça, mais pas trop dans le premier. Mais tout simplement, on peut se dire que c'est un film tout aussi intéressant que les autres, tout simplement parce que comme c'est la prélogie et comme il s'agit du premier film, on voit déjà la mise en place du plan de Palpatine, du début de l'arrivée de Dark Vador, et que surtout ça nous promet de grands films à la suite de celui-ci et que on va se demander mais qu'est-ce qui va arriver. Les effets spéciaux
spéciaux également, comme je vous l'ai dit, qui sont faits d'une manière incroyable et qui marquent encore le genre aujourd'hui dans le monde du cinéma en tout genre. Également sur la bande son de John Williams qui nous a fait comme d'habitude une bande son tout simplement pas bas de gamme mais tout simplement une bande son incroyable comme il fait à chaque fois et qui nous marque depuis notre enfance. On peut se dire quand même que La Menace Fantôme, certes il y en a beaucoup qui l'aiment pas puisqu'il fait partie de la prélogie, mais dans la grande majorité il a quand même extrêmement bien marché parce que au final, combien il a pu rapporter? C'est quoi son box-office sur la vie entière? Et au final, en fait, il a quand même très bien marché puisqu'il a rapporté 1,27 milliard de dollars. Quand même, c'est énorme qu'un film fasse autant de chiffres, que c'est un succès mondial puisque, comme je vous l'ai dit, son budget, c'est ça, et il a rapporté ça. Il a quand même pu rembourser plus de 4 fois son prix, quoi, voire même plus. Donc au final, je peux confirmer, selon moi, je trouve que La Menace Fantôme est un bon film, que certes présente des petits défauts du style on peut vite se lasser, mais que je confirme il ne se passe pas rien, mais qui quand même reste intéressant puisqu'on peut voir les origines et la mise en place du plan du grand méchant et des effets plutôt réussis et hâte de connaître la suite de ces histoires. Bon, bien sûr c'est déjà sorti mais m'avez compris quoi. Donc au final, La Menace Fantôme est une petite réussite intéressante. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, elle a été compliquée à faire, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une décision maintenant. Les sondages Insta, si j'en fais une, c'est que je la ferai direct le lendemain tout simplement parce que comme il y a plein de films et de séries qui sortent au fur et à mesure des semaines, c'est difficile de trouver un moment pour le faire. Donc c'est pour ça que dès un moment où il n'y a aucun film ni aucune série, je vous ferai une critique abonnée tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, j'arrêterai pas, mais tout simplement que je n'en ferai pas une à un moment et que j'attendrai 8 semaines parce que déjà pour Kingsman c'était compliqué, Pacific Rim c'était encore plus compliqué et là Star Wars La Menace Fantôme j'imagine même pas. Donc vous inquiétez pas, c'est pas fini mais c'est juste que si j'en fais une, c'est que je suis sûr que je la ferai. Donc en gros j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette vidéo comme d'habitude, de me dire vos impressions mais également conseillez-moi des films à faire en critique mais aussi des séries ou des jeux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo comme les autres et de me suivre sur Instagram parce que c'est là où tout va se passer et également là où vous pouvez également trouver des petits indices sur les prochaines critiques que je fais, mais également de partager ma chaîne et mes vidéos avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce je vous dis à la prochaine et salut John Jedi, bye.